Bon, bah, écoutez, comme on essaie généralement d'être à peu près ponctuel, je vous propose qu'on démarre et puis les suivants vont nous rejoindre en cours de route éventuellement. On est ravi pour ce premier focus d'accueillir Anne de Red, donc, qui dirige La Tangente, qui est l'agence d'innovation touristique du Nord. Pourquoi? Un peu dans le cadre de ce qu'on a dit ce matin en plénière, on cherche parfois à se réinventer, à réfléchir à où sont les trous dans la raquette, quelle est la plus-value qu'on apporte. C'est ce que nous disait Paul Arsenault ce matin. Et c'est cette réflexion-là, en fait, qui a présidé à la création de La Tangente il y a maintenant à peine plus d'un an. Une ancienne, on va dire, agence touristique de réservation départementale, comme l'ont été pendant longtemps beaucoup de ex-CDT ou devenus ADT. On a changé comité en agence, ça faisait plus moderne. Mais bref, des réflexions où on se positionne. Et c'est vrai que les départements se le sont peut-être encore plus posé cette question que les autres échelons. Les offices de tourisme concernés par la loi NOTRe, il faut se réunir et être plus gros. Les CRT qui maintenant sont à la tête de grandes régions et qui ont la compétence développement économique. Et puis les départements dont la compétence sociale est de plus en plus forte et lourde aussi peut-être à supporter, et où le tourisme parfois peut poser question. Alors évidemment, il y a des marques départementales qui sont des marques touristiques, d'autres un petit peu moins. Est-ce qu'on continue de faire de la promotion? Est-ce qu'on continue de faire de la réservation? Est-ce qu'on continue de faire comme on a toujours fait avant? Est-ce qu'on réfléchit à ce qu'on peut faire d'autre? Et on avait trouvé, en parlant pendant notre campus, que justement ce qu'avait fait le département du Nord était de ce point de vue relativement innovant. Et donc on a convié Anne, sa directrice, à venir nous en parler un petit peu et puis évidemment à échanger, bien entendu, aussi avec vous pendant cette séquence. Anne, je te laisse la parole. Tu nous montres un peu l'historique de vos réflexions. Merci Ludovic. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être là et puis aussi de venir témoigner de cette aventure et de cette histoire de la Tangente. Donc, tu as déjà dit beaucoup de choses. Moi, je suis la directrice. Voilà, je pense que oui, c'est marqué. Depuis le 1er avril 2020. Donc, la Tangente, c'est un comité départemental du tourisme qui a fortement évolué, qui a plutôt muté. Et donc, je vais vous expliquer un peu notre histoire, la chronologie, les raisons de ce repositionnement. Et bien sûr, vous présenter où on en est aujourd'hui, nos services, nos accompagnements et puis l'équipe. Alors, ça, c'est pour vous raconter un peu l'histoire. Bon, on a commencé en 2018, mais en fait, ça remonte à beaucoup plus longtemps, les questionnements sur l'efficience en fait, de la structure, donc un comité départemental du tourisme. Donc, je vais vous épargner toute l'historique, mais en 2018, il y a eu une AMO qui s'est d'ailleurs intéressée à toute l'ingénierie départementale. Donc, il y avait un service tourisme et il y avait le CDT. Donc, l'AMO a porté sur les deux. Et a abouti, en fait, alors je vais revenir après sur les raisons du repositionnement, mais a abouti vraiment à présenter différents scénarios au département et à l'association. Il y avait 3 scénarios. Il y avait un scénario assez radical, c'était on arrête de faire une politique touristique au niveau du département. Et je peux vous dire que dans le Nord, c'était vraiment un vrai scénario et pas un scénario repoussoir. Un deuxième scénario un peu intermédiaire, on faisait évoluer la structure. On a complètement évolué vers une structure en B2B. Et un scénario vraiment de rupture, qui est celui qui a été adopté, où on est passé en 100% B2B. Donc les décisions prises en 2019 au niveau des différentes, au niveau du département, donc on est financé bien sûr par le département du Nord. Et à partir de là, a été développé le projet. Alors, ce qui était un peu compliqué, c'est qu'il y avait à la fois un volet défensif, un volet offensif. Défensif, c'est tout ce qui concerne l'arrêt en fait des missions. Et le volet offensif, c'est très clairement tout ce qui concerne le développement de nouvelles missions, la mise en place de l'équipe et le développement des différents services. Alors, juste une bricole, Anne, justement, sur ces 3 scénarios et la décision qui a été prise. Donc, il y a les consultants qui peut-être ont poussé pour l'un ou l'autre. Il y a des élus qui, in fine, décident. Il y a des techniciens au milieu qui, j'imagine, orientent. Comment ça s'est équilibré, tout ça? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce scénario? Ça m'a l'air dur de le dire sans langue de bois, on dirait. La question. Non, pas du tout, mais je pense qu'il n'y a pas une réponse, c'est toujours une alchimie, c'est complexe. En fait, aujourd'hui, je ne voulais pas remonter si loin, c'est qu'en 2015, on s'était vraiment posé des questions aussi, on s'intéressait à l'innovation touristique, puisqu'on va en parler aussi, et c'était avant la loi NOTRe, donc tu l'as cité, donc les départements étaient compétents au niveau développement économique. On voulait créer aussi un espèce d'incubateur en tourisme, c'était les tout débuts du Welcome City Lab, enfin,
voilà, il n'y avait pas encore le réseau France Tourisme Lab, donc ça a commencé comme ça. Donc on avait cette petite idée-là qui est restée. Et vraiment, on se posait des questions d'efficience de la structure voilà, en termes de résultats. Les élus ont été décideurs et moteurs, hein, dans le sens où ils ont compris. Alors, je vais revenir après sur une slide qui explique un peu le positionnement, d'expliquer ce que tu disais, le trou dans la raquette. Donc il y a eu un peu cette alchimie et les consultants, ils ont été là. On a pris, voilà, on s'est fait accompagner par une AMO qui est spécialisée dans les stratégies d'entreprise. Ils sont là aussi pour aider à convaincre, puisque la bonne parole, elle vient rarement de l'intérieur. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ce regard extérieur. Donc c'est un peu la combinaison des trois. Je continue mon petit historique. 2019, voilà, donc on a arrêté progressivement des activités, notamment tout ce qui concernait la promo B2B, B2C. Et il y a eu aussi, alors ça c'est très important, puisque le CDT c'était 25 personnes. Il y a 17 personnes qui ont quitté la structure à peu près à cette époque. Donc il y a quand même un défi et voilà, une réorganisation humaine qui est très très lourde et très importante. Le département a permis le reclassement de toutes ces personnes qui le souhaitaient. En tout cas, il y en a 12 qui ont réintégré le département. Après, il y a eu d'autres départs. Et donc, on a eu cette période de transition pas très confortable, en fait, d'avoir des départs et de devoir penser aussi à la nouvelle structure. On a commencé les premiers recrutements en été 2020. Donc quelques mois après la première crise sanitaire, donc pas facile non plus, hein. Les questions qu'on se posait, que Paul a évoquées, vraiment à quoi on sert, ce qu'on peut faire, vraiment on se les est posées et c'était assez compliqué dans une structure qui était assez déstructurée. Et puis on est sorti du bois, j'utilise toujours cette expression, en décembre 2020, on a organisé un événement, la semaine data Innorando. En fait, on trouvait que c'était intéressant de coupler la data et la randonnée. D'ailleurs, on avait un excellent animateur. Et en fait, ça a super bien fonctionné pendant une semaine. On a eu plus de 600 inscrits et ça a un peu lancé la tangente au niveau, en tout cas, régional et finalement national, même si on ne cherchait pas le national. On n'est pas arrivé actuellement, on est en 2021, vous savez. On est encore en train de développer nos missions, nos services, et l'équipe n'est pas stabilisée encore. On a des recrutements en cours. Voilà, c'est un témoignage en cours d'activité. Alors, ça marche mieux avec la zapette. Oui, je voulais revenir sur pourquoi on s'est repositionné. Je me levais parce que je pense que je serais plus à l'aise. En fait, on se dit qu'on est coincé, en fait. Nous, c'est un constat qui a été fait. On est coincé entre plusieurs échelons. Donc, nous, on était un peu pris en tenaille entre le niveau local, intercommunal, les offices de tourisme. Dans le Nord, c'est très urbain. Et du coup, il y a des OT assez puissants. On a des OT qui ont plus de 40 salariés. Et puis le niveau régional, avec le gros comité régional du tourisme et des congrès. Voilà, à l'époque, il y avait d'autres structures. Donc on avait cette notion de prise en tenaille. Et je vais vous montrer la slide, qui est une slide de travail. Mais c'est un élément qui a concouru aussi aux décisions des élus. On s'est dit, tiens, on va leur poser sur un mapping les structures de l'écosystème. Voilà, sur l'axe horizontal, on a le développement, tout ce qui est promotion, communication et commercialisation. Donc on a beaucoup d'organismes dans ce millefeuille. Tout le monde le prend, alors que c'est peut-être s'il n'y a que du faux là-dedans, mais ça me fait marrer. Voilà, il y a beaucoup d'organismes qui sont sur le B2B, B2C. On a placé un peu tout le monde. Vous avez le CRT qui est plutôt en haut. On a une agence d'attractivité qui est encore dans les cartons au moment de la réflexion. Et l'OLIL, je pense que vous la connaissez peut-être et qui est sortie aujourd'hui. Et les offices de tourisme, en fonction de leur rôle, qui sont sur ces trois activités. Avec peut-être beaucoup plus d'ingénierie et de développement depuis la crise sanitaire. Et puis en axe vertical, on essayait de voir les structures qui s'occupaient d'innovation, voilà, qui avaient une approche innovante, ou en tout cas pour lesquelles l'accompagnement de projets innovants était intéressant. Et on n'en a pas trouvé beaucoup en fait. Donc on s'est dit, tiens, il y a peut-être une place à prendre au niveau de cette ingénierie. À l'époque, il n'y avait pas du tout d'incubateur, accélérateur spécialisé dans cette thématique, en tout cas dans la région des Hauts-de-France. Voilà. Donc il y a une grosse activité au niveau bien sûr de structures d'innovation. Donc c'est un peu, voilà, c'est la réponse au trou dans la raquette, ça s'explique un peu par cette slide. Je reviens sur les raisons du repositionnement. Bon, je vous ai dit l'échelon, les spécificités. Et puis surtout, c'est aussi important, on avait une contrainte budgétaire assez importante. Le département avait annoncé une baisse de subvention de moins 300 000 € à la structure sur un budget qui était d'1,8 million. Donc c'était une structure déjà qui était un petit peu essoufflée, qui n'avait pas vraiment évolué au niveau de ses compétences, voilà, au niveau de son positionnement, qui avait un budget action extrêmement ténu. Et ce qui fait que là, ça ne passait plus. Donc il y avait aussi un point économique. Et puis, je pense peut-être le dernier élément que vous connaissez tous, hein, c'est que on évolue dans un environnement en pleine mutation et ça n'avait pas vraiment beaucoup bougé. Tu me dis si je suis trop longue.
Ludovic. Après, ça va aller plus vite. Le début était un peu long pour vous expliquer l'historique. Alors, on est donc une agence d'ingénierie, un B2B, avec un volet innovation, pour qui on travaille les acteurs du tourisme, qu'ils soient publics ou privés. Donc, on également les équipements départementaux qui font partie de nos clients, les porteurs de projets d'une manière générale, mais ça peut être aussi les professionnels et les nouveaux entrants, les entrepreneurs, start-up, mais pas que. Le positionnement de cette structure, elle est là pour accompagner en fait les clients, les partenaires que j'ai cités tout à l'heure, pour essayer de les inspirer, pour faire émerger des projets. On est un facilitateur. Moi, j'utilise souvent cette image de pont, de passerelle, parce que je trouve qu'on est là pour connecter entre le monde du tourisme, qui est un monde, l'écosystème touristique, c'est un écosystème assez traditionnel, même s'il évolue beaucoup aujourd'hui, le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'innovation. Et ces deux derniers mondes n'étaient pas trop connectés, en tout cas nous, avec notre CDT, notre écosystème. Donc on est là pour créer ces passerelles. Ça ne vous a pas échappé, on est financé par le département du Nord, donc on a une petite couleur au niveau des thématiques par rapport aux compétences. Le département, comme il y a beaucoup de départements, a des politiques fortes en matière d'itinérance, randonnée et développement culturel. On a des équipements départementaux, des musées. Donc on est vraiment en approche en particulier sur ces thématiques-là, mais vous allez voir, on travaille sur plein de sujets différents. Peut-être le dernier point aussi que tu évoques dans cette diapositive, l'environnement open data tourisme à l'échelle départementale, qui était aussi un enjeu fort de travailler sur de l'observation et sur de la mise à disposition de données. Tout à fait, je reviendrai à la fin dans la prestation de service. Donc là, on est parti de rien, donc on n'est pas encore complètement abouti, mais c'est vraiment un enjeu très fort et d'actualité. Alors, l'équipe, moi, c'est le plus important, effectivement, puisqu'on est une agence d'ingénierie. Aujourd'hui, alors on est organisé en 4 pôles. On a un pôle ressources tout en haut, qui est très réduit, un manager ressources et puis une chargée de mission RH et compta. C'est très réduit. On a eu l'occasion d'un départ qui était d'ailleurs pas voulu, en tout cas de notre part. Et en termes d'organisation, on a choisi plutôt que de recruter, d'aller externaliser, notamment sur la clôture des comptes. Et on a fait monter en compétence la chargée de mission RH. Ensuite, on a le pôle accompagnement des territoires qui est managé par Aude, qui est dans la salle. Voilà, qui est juste là. Donc là, c'est le pôle d'entrée plutôt avec les expertises tourisme. On retrouve d'ailleurs d'anciens salariés du CDT et puis des agents du département. Expertise tourisme dans le domaine du développement durable, dans le domaine de l'hébergement, le confort d'usage, dans le domaine de la culture et de l'itinérance. Donc ça, c'est un petit peu voilà, les têtes d'entrée, mais bien sûr, on peut accompagner tout type de projet. On a sur la droite le pôle data, digital et com, avec un poste qui est en recrutement actuellement. Bon, comme son nom l'indique, des expertises en sciences des données, c'est super important. Voilà, de faire rentrer ce type de compétences dans les structures, expertise en marketing digital et communication. Si vous remontez, on a le pôle innovation. Là, ce sont des expertises transversales. Alors d'ailleurs, toutes les expertises, mais celle-là en particulier, il y a à la fois un rôle d'acculturation de l'équipe et aussi bien sûr d'accompagner les porteurs de projets. Donc dans ce pôle digital, on trouve des nouvelles expertises, on a une chargée de veille tendance. Alors tous viennent de milieux extra-touristiques, on est extra-filière, c'est pas un choix, mais en tout cas ça s'est fait comme ça. Donc chargé de veille tendance, c'est très professionnalisé aujourd'hui la veille. On a voulu vraiment voilà, essayer de faire quelque chose bien professionnel. On a un coach innovation et design. Donc, qui a affûté à toutes les techniques d'idéation, pensée design, pensée agile, etc. C'est quelqu'un qui vient de chez Decathlon, un ingénieur design. On a un coach entrepreneur, lui plutôt affûté sur les plans d'affaires, business model, etc. Avec une expérience, c'est intéressant, il y a une expérience à la fois accompagnement classique et start-up. Et on a une attachée de direction et happiness officer. Happiness officer, c'est vraiment aussi une dimension
dimension très importante, puisque c'est mettre du lien, c'est travailler au bien-être de l'équipe. Et on a vraiment un défi humain qui est très, très fort. Alors c'est tout ce qui fait la richesse de la structure, puisqu'on a des cultures très différentes. On a la culture de l'ancienne structure, on a la culture départementale, donc cette culture touristique, institutionnelle assez forte. Et puis on a la culture de nos nouveaux entrants aussi, qui viennent de mondes différents. Donc on doit faire prendre cette mayonnaise. Et c'est à la fois très enrichissant, mais sportif aussi. Donc on a aussi, je l'ai évoqué, un projet de formation, de sensibilisation, d'acculturation de l'équipe qui se fait à la fois à l'interne par les collègues, mais aussi à l'externe. Et on est actuellement dans un projet européen. Il y a des collègues belges qui sont là, le projet Tourisme Lab, qui forment les managers de l'innovation. Comment un CDT arrive à débaucher un ingénieur chez Decathlon? Alors, ça arrivait à une période, justement cette période de pandémie. En fait, on s'est demandé, quand on a lancé les premiers recrutements, on s'est demandé si on allait pouvoir recruter. Un, on était connu de personne. Deux, on cherchait des profils qui n'étaient pas très fréquents dans le milieu du tourisme. Et en fait, c'était une période extrêmement propice au recrutement. Ça a été évoqué ce matin, parce que beaucoup de personnes avaient envie de changer de vie. Et du coup, on est tombé sur une personne chez Decathlon qui a eu envie de changer de vie, qui a eu envie de s'investir dans quelque chose d'autre. Et en fait, on est sur ce type de recrutement. Et on fait appel d'ailleurs, on travaille avec, je vais refaire un petit peu de pub, avec Profil Public, qui a un peu le pendant, vous connaissez peut-être Welcome to the Jungle, qui permet de recruter un peu sur les nouveaux métiers. C'est un peu le pendant public de Welcome to the Jungle. Et en fait, ils vont rechercher des talents dans des entreprises privées qui ne connaissent pas du tout le milieu public et parapublic, comme les organismes de tourisme, et qui ont envie de s'investir dans ça. Bon, voilà. Et puis, je pense que le projet aussi... Tu le disais, donc c'est le gros challenge, parce que il y avait 25 personnes, 17 sont partis, de ce que j'entends plus ou moins volontairement, ou ont été reclassés, et donc recruter de nouveaux profils, c'est nécessaire pour pouvoir partir sur un projet comme celui-là. On ne peut pas reformer des gens qui étaient déjà à l'interne complètement. Il faut aller chercher des profils externes et faire, je vais le dire un peu crûment, un peu de ménage dans la structure au final. Oui, je pense que c'est vraiment indispensable d'avoir des nouvelles expertises, des nouveaux profils. On mène parallèlement un programme de formation de l'équipe, donc il y a de la montée en compétences. Tout le monde alors il y a eu, là c'est la phase, il y a eu aussi tout un changement, tout le monde a changé de fiche de poste. Ça a été quand même un big bang à tous les niveaux, au niveau RH, au niveau des outils. Mais effectivement, c'est indispensable d'aller chercher ces nouvelles expertises parce que il fallait aussi quand même sortir. Là, on voit le temps que ça prend aussi de développer toutes ces expertises, tous ces nouveaux services. Et je pense que ça aurait été un petit peu long aussi de faire monter en compétences. Puis voilà, il y a des. Et puis Big Bang RH, essentiellement à travers Zoom en plus. Oui. Oui. Quand même pas simple. Non, pas simple au début, oui. Les recrutements sont faits via Zoom. Aude, c'est vrai ce qu'elle dit, la chef, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Après, il faudrait demander aussi aux collègues, mais moi, je le vis plutôt bien. Allez, je te laisse poursuivre tranquillement, Anne. Je l'ai pas j'ai pas choisi n'importe qui. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette agence? Ça, c'est le focus sur notre offre de services que vous pouvez retrouver sur notre site latangente.io. Voilà, donc on est là pour inspirer les pros. Je vais revenir après, je vais détailler un tout petit peu les différentes prestats de services. L'inspiration, c'est la veille. On est là pour accompagner les projets, pour faire en sorte qu'une idée se transforme en projet, en tout cas pour qu'elle trouve son marché, si elle a un marché d'ailleurs. On est là pour mettre en réseau. On essaye aussi de mettre à profit la data. En tout cas, ça sera à très court terme. Et puis, on a une mission du département. En fait, on est aussi chargé de l'animation des politiques départementales. Donc, c'est quelque chose un petit peu à part. Je vais vous en parler tout de suite. Donc les politiques départementales, puisqu'il n'y a plus du tout de service d'ingénierie, il y a juste la gestion administrative et financière en fait. Donc il y a deux dispositifs actuellement, un dispositif qui s'appelle microcluster. Alors je précise que c'était avant la pandémie, on était déjà hyper innovants. Microcluster touristique, en fait, c'est un dispositif qui permet de soutenir des projets, en fait, des services qui peuvent se créer autour d'une offre structurante. Une offre structurante, ça peut être un musée par exemple, ou ça peut être, nous on l'a décliné aussi
aussi au niveau de l'itinérance. Donc quand on a une concentration de chemins de randonnée, de véloroutes, de réseaux points d'eau que vous connaissez peut-être, qui sont développés dans le Nord, qui est un concept un peu particulier, eh ben, on estime qu'on pourrait développer une économie. Donc c'est une animation que l'on fait qui permet de mettre en réseau les acteurs publics et privés. On n'est pas du tout en mode descendant sur ce dispositif. Bon, j'y reviendrai si vous avez des questions. Et Aude aussi qui s'occupe de ce dispositif. Le deuxième dispositif un peu plus classique, c'est un appel à projet Office de tourisme du futur qui existe depuis 5 ans dans le département du Nord et qui permet de soutenir à la fois l'évolution des lieux d'accueil, mais aussi les produits, les services des structures. Bon, c'était un petit peu perturbé en 2020 au niveau des demandes de projets. Alors la veille, je vais développer un peu chaque prestat de service. La veille, c'est hyper important pour nous. C'est d'abord pour l'équipe, pour l'inspiration de l'équipe, et puis pour les professionnels. Je vous l'ai dit, on a essayé de le faire en professionnalisant. Donc, on a commencé par faire un plan de veille. Donc, on a identifié les axes de veille. On a 9 axes de veille, des axes touristiques, par exemple sur l'hospitalité, sur les différentes destinations, etc., sur les nouvelles réalités, sur la médiation culturelle, par exemple, qu'on va croiser avec des axes qui sont non touristiques, comme la mobilité, comme la dimension, les nouvelles attentes sociétales. C'est hyper important d'aller chercher des croisements avec du non-tourisme. Sophie Lacour l'évoquait, hein, elle s'inspire beaucoup d'e-retail. Donc, c'est vraiment, il faut aller les chercher ailleurs. Donc, nous, la veille, on a identifié nos axes. On a une veille automatique maintenant qui arrive au niveau de chaque pôle, donc c'est comme une revue de presse. Et nous, on diffuse à nos acteurs une lettre de veille qui s'appelle l'échappée veille. Vous pouvez vous inscrire aussi sur notre site, où là, on va écrire nous-mêmes les articles, on va essayer de pousser à fond certaines tendances. Donc, on a veillé sur l'itinérance, on a veillé sur le musée de demain, etc. Donc là, c'est un peu plus poussé. La veille, on l'approche, on l'appréhende à 2 niveaux. C'est à la fois une veille qui doit être très opérationnelle, je dirais même sur mesure, c'est-à-dire qu'on est confronté à des professionnels qui vont avoir des projets et eux, bon, ça les emmène, ils sont peut-être intéressés d'aller voir le CS Las Vegas, mais ils veulent surtout avoir des réponses concrètes aux projets. Donc on essaye d'avoir cette veille vraiment sur mesure, c'est un peu une veille benchmark. Et puis après, on a une veille où on essaye là de les emmener un peu ailleurs et on veille sur des sujets peut-être un peu plus perchés. Ça n'a pas trop été évoqué ici, Sophie Lacour l'a évoqué tout à l'heure sur les différentes réalités. On est en train de veiller sur ça, nous, sur les différentes réalités, sur le métaverse, mais on veille aussi sur des sujets très pragmatiques. Par exemple, ce qui s'est passé au niveau du café, qui a fait vraiment un boom, les différents cafés pendant le confinement. Il y a des choses très terre à terre. On a différents formats. Je vous parlais de la lettre de veille, mais là, c'est un exemple à droite d'une capsule de veille. Donc là, c'est très court. C'est ce qu'on avait envoyé cet été, des capsules estivales, où c'était une idée qu'on envoyait à nos professionnels. Juste un petit complément sur la veille. Tu disais on reçoit une veille automatique. Vous utilisez un outil spécifique, on peut en parler un peu? Oui, on a un outil qui est particulier sur la veille. J'ai le nom qui m'échappe du... Digimind, voilà. Digimind, voilà. Donc c'est notre outil de veille. Donc c'est un des 2 outils de veille vraiment super puissants qui permet de veiller voilà, de manière très professionnelle. Donc on paramètre cet outil, ce qui fait que nous on a des lettres de veille qui nous arrivent dans chaque pôle. Il y a une lettre de veille pour le pôle innovation, une lettre de veille pour le pôle accompagnement des territoires, etc. Et nous, ça nous permet, on veille à l'international parce que voilà, donc ce qui fait qu'on a une veille qui est quand même assez riche. Et cet outil-là, voilà, permet de paramétrer et permet aussi de faire du sur-mesure et d'aller voilà, faire des requêtes. Alors, booster vos projets, c'est l'accompagnement des porteurs de projets. Donc, je dirais que notre baseline, c'est un peu imaginer le futur, passer de l'idée au projet. On accompagne un projet, quel que soit son stade de maturité. Donc voilà, ça peut être tout au début. On va avoir un croisement en fait, d'approche par rapport à l'équipe que je vous ai présentée. On croise en fait à la fois des expertises touristiques et puis des méthodes agiles par rapport. Et donc c'est un petit peu cette combinaison qui fait qu'on a une approche un peu différente et certainement nouvelle. On est sur de l'accompagnement assez court.
La plupart des accompagnements sont moins de 3 jours, on en a beaucoup de 1 jour. Donc on essaye aussi, pas d'être en mode commando, mais on essaye de faire quelque chose d'assez rapide. On va se poser des questions sur les problématiques. En fait, on se demande à chaque fois, est-ce que le problème vaut la peine d'être résolu? Est-ce qu'il va trouver un marché? Comment on peut valider le potentiel du projet, etc. On va aller vérifier la solution. En tout cas, on peut aller jusqu'à ces différents accompagnements, jusqu'à la croissance. Et on va se poser aussi des questions, nous, sur ce qu'on peut apporter ou pas à ce projet. On a un comité de sélection de projet et en fait, finalement, des fois, c'est peut-être pas intéressant parce qu'on n'a pas l'expertise, on peut aller chercher l'expertise ailleurs. Ou c'est aussi un projet qui doit aussi nous faire grandir. C'est un élément qui me vient à l'esprit dans notre comité de sélection. Bien sûr, on s'intéresse au projet, au porteur, très important aussi, profil du porteur. Hein. On s'intéresse au degré d'innovation du projet, à son potentiel d'innovation. Parce qu'un porteur peut arriver avec un projet qui n'est pas du tout innovant. On ne cherche pas du tout à innover à tout crin, hein, c'est pas notre truc. Mais en tout cas, des fois, on peut repérer un potentiel d'innovation par rapport à un nouveau marché, une nouvelle clientèle. On a parlé tout à l'heure, Paul Arsenault disait qu'il y avait une nouvelle clientèle qui arrivait actuellement. Bon, on est là aussi pour ouvrir les chakras sur ça. Et donc, on va se poser, et donc, dans ces critères de sélection, on a aussi, est-ce que ce projet peut nous faire grandir la structure? C'est un élément important. Et on est en train de tester en fait tout ça aujourd'hui. Donc on accompagne une grosse partie des projets qui arrivent pour tester nos différents accompagnements. J'ai ponctué par quelques exemples. Ça, c'est un exemple d'accompagnement qui est en cours. C'est une gare, c'est dans le cadre du projet 1001 gares au niveau national, ce qu'on peut faire de ces gares. Ils sont venus nous chercher pour, c'est un privé qui vient nous chercher pour un accompagnement. C'est un projet de restauration avec multiservices. Et là, nous, on a une intervention d'accompagnement qui est au niveau de la configuration, de l'organisation des lieux. On a un architecte dans le service, c'est le spécialiste développement durable. Et on a aussi en même temps un accompagnement au niveau du business model. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait matcher ces deux approches ensemble. Et c'est vraiment itératif parce que ça se fait dans un temps très, très court. Et donc, on a une approche, sur les business models, on est sur du business model Lean Canvas pour ceux qui connaissent. Et quand un projet, en fait, commence à être accompagné, on a déjà la vue, en tout cas l'équipe qui va le suivre, a la vue de son niveau de maturité par rapport à son business model. Même si toutes les cases ne sont pas remplies, c'est pas gênant comme ça. Nous, on voit tout de suite quels sont les risques potentiels sur ce projet et où il en est dans sa maturité. Une question, ces accompagnements, ils sont gratuits ou payants? Ils sont gratuits. Donc c'est le comité de sélection qui choisit les porteurs de projet et après c'est un service gratuit. Oui. Alors je disais tout à l'heure, dans les prestats de services, on met en réseau. On est là, c'est vraiment une fonction super importante qui est en train de se développer fortement. Là, la baseline, c'est on vous ouvre les portes de l'écosystème touristique. On a beaucoup de demandes par rapport à ça. Naturellement, ils viennent chercher une expertise métier. Alors là, je pense plutôt aux nouveaux entrants. On a beaucoup de créateurs aujourd'hui, vous le savez, qui viennent d'autres milieux du tourisme. Et donc, c'est bien sûr des données touristiques, mais pas que. On les accompagne aussi sur leurs projets et sur la définition de leurs différents services. Bon, on peut être aussi facilitateur à la commande publique, c'est-à-dire expliquer comment on a accès à la commande publique, mais finalement, maintenant, les gens s'y retrouvent très bien. Un exemple sur la mise en réseau, on accompagne une start-up aujourd'hui qui a mis en place un système de négociation de gré à gré qui permet en fait de négocier un produit avec un acheteur. Cette start-up n'était pas du tout positionnée dans le monde du tourisme. Elle se pose des questions, elle souhaite investir le monde du tourisme et du coup, on l'a mise en relation. D'abord, on a essayé de confronter cette idée avec des experts touristiques pour voir si la problématique répondait bien, en tout cas aux problématiques du secteur. Et on est allé jusqu'à mettre en relation avec un hôtelier lillois. Et il y a un POC, une expérimentation qui est en train d'être développée actuellement. On a aussi une approche, je vous disais, on a une approche au niveau du digital et de la stratégie marketing et digital. Alors, on est une toute petite équipe, je pense que je ne l'ai pas dit, on est 15 actuellement en chargé de projet, donc moins de 10, donc équipe pas constituée. Au maximum, on sera à 17, donc voilà, ça reste très, très modeste. Et donc, bien sûr, sur ces demandes qui sont énormes, nous, on n'est pas du tout capé pour ça. Pour autant, on a des expertises, donc on les met
aussi à profit. Donc, vous pourrez aller voir sur le site, on a une boîte à outils qui permet notamment de répondre aux premières questions de base. Quelles sont les questions à se poser si je veux créer mon site, comment je peux m'y prendre. On essaye aussi de développer certaines notions, en tout cas d'ouvrir les yeux sur certains sujets. Bon, tout ce qui concerne l'automatisation de la relation client, même si j'ai cru comprendre que c'était un peu has-been si on se les posait trop tard. On a testé, alors nous, en fait, on a un peu le mode, on est en mode un peu no-code et aussi on teste des choses. Alors, des fois, on se plante. Bon, non, c'est pas planté. Mais on a testé une technique de gross marketing qui permet tout simplement d'aller faire de la pub, en fait, via différents canaux. On a fait ça pour l'agence avant de communiquer sur elle. On a testé, donc on a fait des publicités sur nos prestats de services. Voilà, pour essayer de voir si les clients potentiels pouvaient être intéressés. Donc, on a fait cette campagne d'acquisition sur Facebook, sur LinkedIn et aussi par mail, c'est du cold emailing. Et en fait, c'est la technique de l'entonnoir et c'est une campagne en fait qui est très programmée en fait sur plusieurs semaines. À chaque fois, on resserre l'entonnoir et ça nous a permis en fait d'avoir, on a eu 90 prospects, des leads, et ça nous a permis en fait d'avoir in fine des prospects qualifiés et d'avoir une dizaine de porteurs de projets qu'on a accompagnés. Alors c'est très intéressant ces techniques en fait pour tester des choses qui sont pas peut-être connues aujourd'hui. On peut aussi aller tester ce qu'on appelle des vitrines en fait. On peut être très agile pour des professionnels aller tester des nouveaux projets et c'est important aussi pour acquérir de nouveaux entrants puisque si on reste que dans l'écosystème touristique, c'est quand même un peu limité. Et donc, c'était quelque chose qu'on avait testé. On a le sujet des données. Je pense que je vais y revenir sur les données, la culturation des données aussi. C'est super important par rapport aux acteurs. Dans le domaine du marketing digital, ça c'est un projet qu'on accompagne actuellement. C'est un escape game lillois, donc là, on a du loisir, qui a une problématique d'acquisition de clients, de chiffre d'affaires. Et là, en termes d'accompagnement, quand on voit, je reviens sur l'accompagnement, on l'a aidé sur une idéation un peu de veille sur ce sujet. Et il y avait une vraie problématique au niveau de son site. Donc, on est vraiment là sur de l'accompagnement marketing digital, diagnostic de site, référencement, SEO, etc. C'est l'accompagnement. On ne fait pas, on conseille, bien sûr, et on essaie de donner les bonnes clés. Alors, les données, tu en parlais tout à l'heure. C'est vraiment un super sujet très, très complexe et en même temps très stratégique. Alors nous, c'est facile, on est parti de rien. On n'avait plus à citer, donc on a tout recommencé à zéro. Donc on n'est pas arrivé encore. On a posé aujourd'hui, on a notre structure, donc on a une plateforme d'hébergement de données, notre Data Lab, et on a mené parallèlement la constitution de notre plateforme et l'acquisition de données. Donc on a mené une campagne d'acquisition de données. Aujourd'hui, on est sur Open Data Soft pour le Data Lab. On est dans une phase de dédoublement et on espère bientôt pouvoir rendre accessibles ces données. On est vraiment aussi dans cette campagne d'évangélisation. À quoi ça sert la donnée? Comment je peux la mettre à profit? Pourquoi c'est intéressant de la partager? Donc là, on est vraiment dans notre rôle de service public. Et cette échelle départementale, elle est intéressante, même si on va travailler à d'autres échelles. On a des demandes, une ambition assez forte à ce niveau, au niveau de la data science, au niveau de l'intelligence artificielle. Et surtout, on a des demandes, je pense, très, très ciblées sur la prospective. Comment je peux aller sur des analyses prospectives? C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un minimum de compétences. Nous, le recrutement qui est en cours, c'est un data scientist. On en avait un avant, donc on travaille vraiment avec ce type de compétences. On n'hésite pas non plus à aller les chercher en freelance pour des missions particulières. Tous les outils digitaux, ils sont faits à la maison, nos codes. Voilà, donc on essaye aussi de rendre accessible et de montrer qu'il y a plein de choses accessibles aux porteurs de projets et aux professionnels. Voilà, dans ces domaines. C'est un petit exemple. Tu me dis, j'ai pas du tout d'heure, donc tu me dis si je suis. Ça va, on est bien. Parce que j'ai bientôt terminé. Faut que je traîne un peu ou ça va? Non, pas besoin. S'ennuie. On n'a pas besoin de meubler, tout va bien. Faites parler vos données, c'est un exemple tout simple qu'on a mis en place pour les offices de tourisme. Cette année, en fait, ils avaient un système de comptage de l'affluence dans les OT. C'était un Excel quand c'était le plus élaboré. Des fois, ce n'était pas un Excel. Et donc, on a développé un petit outil qui permet de comptabiliser en temps réel la provenance, la fréquence, etc. Donc, on a d'abord essayé de créer, on a créé cet outil nous-mêmes. On l'a testé avec 4 OT, ça a marché. On l'a fait avec 8. Et maintenant, les 22 OT du territoire utilisent cet outil. Voilà, c'est un exemple modeste. On n'est pas du tout sur l'intelligence artificielle, mais déjà, c'est un outil de data visualisation. Nous, on a les données, eux aussi.
Et voilà, c'est le commencement. On est en train d'engranger plein de données. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va en faire. Enfin, en tout cas, pas complètement. Tu parlais d'observation touristique. C'est quelque chose qui est revenu très fort aussi dans les objectifs. Peut-être parce que c'était peut-être pas développé par d'autres partenaires. Donc, on a senti qu'il y avait un besoin aussi entre l'observation touristique et la science, voilà, des données. Donc, on engrange des données, notamment non touristiques. Les projets, c'est un peu pour comprendre. Aujourd'hui, c'est à peu près depuis le début d'année, on a à peu près une 60aine de projets qu'on a accompagnés. C'est très diversifié, mais on a quand même un gros quart des projets qui sont dans le domaine de l'hébergement. On a des projets assez classiques au niveau de l'hébergement, puisque le CDT existait avant et du coup, on accompagne pour l'instant tous les projets. On va faire un petit bilan là en fin d'année, mais on a aussi des hébergements insolites, donc des choses bien sûr un peu plus innovantes. Pas mal de dossiers, de projets sur les équipements culturels. Et là c'est pareil, ça va du musée des Beaux-Arts, la musée départementale, mais on a accompagné notamment une start-up qui s'appelle Musser, que vous connaissez peut-être, qui fait des capsules sonores. Je vous invite à aller voir, c'est super intéressant. Des projets dans le domaine des loisirs, donc là il y a un petit peu de tout, je ne vais pas détailler. Et puis des projets B2B, B2C, où là, on retrouve beaucoup de nouveaux entrants, travel planners, etc., qui se sont beaucoup développés, encore plus maintenant, et qui sont aussi à l'image des tendances que l'on voit aujourd'hui sur l'accessibilité, sur le développement durable, sur le voyage de la femme. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de tendances qui reviennent dans les projets accompagnés. Là, j'avais mis quelques petites capsules de veille, mais on peut peut-être s'arrêter là ou je continue pour... Tu peux développer encore 5 minutes avant qu'on C'était prenne des juste pour questions. vous montrer quelques capsules, comment on veillait, ce qu'on pouvait en faire. Là, c'est sur l'itinérance et le camping, donc on essaye de faire matcher deux choses. Bon, c'est des choses que vous avez vues, hein, mais sur le vélo, il y a plein de produits. En fait, on est en train de transformer le vélo en camping-car. Donc, il y a plein de petits hébergements, certes rudimentaires, mais qui développent en vous l'esprit d'aventurier. Donc, c'est en lien aussi avec la micro-aventure qui se développe beaucoup, des hébergements un peu type cabane sur l'itinérance, et puis le boom du van, on en a reparlé, c'est quand même assez connu. Donc nous, c'est important qu'on puisse amener ça à la filière, notamment à la filière camping, leur dire, même si aujourd'hui les propriétaires ou les utilisateurs de van camping-car viennent pas chez vous, s'il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là, donc pensez à adapter vos produits, pensez à ces clientèles. Ça peut être intéressant. Bon, ça, je pense qu'on en a parlé beaucoup ce matin sur toutes les nouvelles tendances. Hein. Tout s'hybride en fait. Hein. Donc, tout est en train de se mélanger. Là, on a mis les deux premières photos, c'est des photos de Google. On trouve que Google sautélise. Voilà, excusez le néologisme. Là, c'est un exemple au milieu central, salle de réunion avec l'esprit feu de camp. Vous pouvez mener vos réunions avec vos collègues, avec d'autres qui sont sur les écrans. Bon, je ne dis pas que c'est le meilleur, mais voilà, c'est quand même assez intéressant. Et sur la gauche, c'est toujours Google aussi qui sort ces petites réunions en mode camping. Et puis sur la droite, c'est un exemple Patch, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est hyper intéressant. Patch, c'est du télétravail, c'est digital nomade, etc. Et c'est en train de se développer fortement. Voilà, pour terminer, peut-être les bureaux, si les entreprises sautélisent, je dirais que les bureaux deviennent aussi des espaces ouverts. Donc là, c'est des exemples, des bureaux en fait, qui sont ouverts. C'est très fort, c'est une tendance qui est en train de se développer aux États-Unis. À l'extérieur. Et voilà, cette tendance-là, je pense qu'elle commence aussi à arriver. J'ai vu sur Paris, il y a quelques exemples d'hôtels qui vont développer ces espaces ou ces espaces de travail, d'entreprise. Donc soyez vigilants aussi sur ça. Il y a des opportunités à cibler par rapport à ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Yann. Il y avait déjà une première main levée pour une question. Bonjour, Claire Louira de Loire-Atlantique Développement, donc c'est Nantes, La Baule, des choses comme ça. Bonjour. Oui. Comment vous avez réussi à vous positionner sur l'accompagnement des porteurs de projets parce qu'il peut y avoir d'autres acteurs aussi qui sont sur le territoire, type la Chambre de commerce et d'industrie, type des associations aussi qui accompagnent les entrepreneurs. Donc comment vous avez fait pour vous positionner là-dessus? Et deuxième question, est-ce que vous accompagnez uniquement les porteurs de projets privés ou vous accompagnez aussi les collectivités sur votre territoire, les acteurs aussi publics?
La première question, enfin la deuxième, j'y réponds parce qu'elle est très simple. On accompagne tous les acteurs, hein, publics et privés. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore dans un degré de sélection très fort, même si on va y arriver parce qu'on a une contrainte RH qui est assez forte par rapport à ça. Et comment on s'est positionné? On commence à se positionner parce qu'on n'a pas communiqué en fait aujourd'hui. Donc on va lancer justement en 2021, on va lancer des actions de communication. J'ai ramené quelques plaquettes. C'est la première fois qu'on a sorti une petite plaquette. Bon, c'est pas notre outil premier de communication, mais en tout cas on va commencer à communiquer. Pour l'instant, on a plutôt occupé une place naturelle avec la campagne d'acquisition, avec le bouche à oreille, je veux dire, parce que voilà, même si on n'est pas connu sur notre nouveau positionnement, on existait quand même avant, donc il y a le bouche à oreille qui fonctionne toujours. Et on a eu cette campagne d'acquisition, ce dont je parlais tout à l'heure, grosse marketing. Donc nous, ça aujourd'hui, voilà, on se sert plutôt, on essaye d'aller cibler. On a des campagnes d'acquisition qui sont projetées en direction des campings et des musées, qui sont des cibles intéressantes pour nous. Alors c'est comme ça qu'on cherche à avoir de l'acquisition de projets. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Anne? Oui. Oui, Christophe Voisin, donc de l'ADT Berne Pays Basque. Intéressant. Sacré chantier. Je voulais savoir, notamment sur le plan RH, vous avez employé le terme, ou c'est peut-être de Big Bang RH. Quelles ont été les mesures d'accompagnement? Alors certains sont partis, hein, j'ai compris. Voilà. Ceux qui sont restés, quelles ont été les mesures d'accompagnement, de formation qui ont été mises en place? Parce que j'imagine, alors je ne sais pas, vous aviez certainement avant des missions classiques d'une ADT. Donc aujourd'hui, vous vous repositionnez. Donc voilà, comment tout ça a été accompagné en fait? Okay. Alors effectivement, il y a eu un nombre de départs assez important, hein, je l'ai signalé. Donc déjà parlé des personnes qui sont parties, toutes celles qui ont souhaité ont été reclassées au département sur des postes équivalents, voilà, dans des conditions assez intéressantes. Et ceux qui souhaitaient développer des projets personnels ont pu le faire. Ça n'a pas été simple, mais le département a fait un gros effort par rapport à ça. Les personnes qui sont restées ont eu aussi tout un accompagnement. Enfin, je ne l'ai pas évoqué, mais la conduite du changement, c'est toujours d'actualité. Donc, on est accompagné sur cette conduite du changement. Il y a énormément de freins par rapport à ça, parce qu'en fait, il y a aussi une phase de deuil. Et cette phase de deuil, on ne sait pas quand elle est complètement arrêtée. C'est pas simple d'arrêter de faire du jour au lendemain, d'arrêter de faire de la commercialisation. Il y avait un gros service commercialisation dans notre structure, même si ces personnes sont parties. Il y avait 4 personnes. Voilà, toutes ces activités qui ont été arrêtées. Donc on a cette phase de deuil, d'accompagnement qui est très importante parce que finalement tout le monde est d'accord sur le nouveau positionnement, mais voilà, des fois il y a des regards en arrière et on doit toujours être très attentif par rapport à ça. J'ai parlé de sensibilisation et de formation aussi. C'est important aussi que l'équipe, par exemple sur le design thinking, sur les business models, on a régulièrement des sessions de sensibilisation de toute l'équipe. Voilà, tous ceux qui le souhaitent, ce qui fait qu'on a un minimum de culture qu'on est en train de développer aussi. Alors, le but du jeu, c'est pas de mettre tout le monde à niveau, ça n'aurait aucun sens, mais c'est qu'on puisse aussi partager ces différentes cultures. Alors, sur la formation, il y a des formations un peu plus classiques, mais on a un abonnement aussi Open Classroom qui permet à chaque salarié de se former sur ce qu'il souhaite. On trouve quand même beaucoup de choses. Voilà ce qui est fait en termes d'accompagnement. Et on continue aussi sur la partie RH. Je vais peut-être vous livrer quelque chose qu'on est en train de faire actuellement. On a des séminaires, en tout cas des journées collectives qui sont prévues régulièrement. La prochaine notamment va avoir un thème autour de la connaissance des différents profils des salariés. Chaque salarié a été testé avec la méthode DISC. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode qui permet de vous tester. En fait, vous êtes dans 4 couleurs en fonction de votre manière de vous comporter professionnellement. On est vraiment là sur les savoir-être. Hein. On ne parle pas du tout des expertises. Et en fait, c'est hyper important, de se connaître et de savoir un peu dans quel environnement professionnel on évolue, puisque ça permet de mieux travailler ensemble. Donc la dimension collaborative, elle est vraiment importante. Donc voilà, c'est plein de petites choses qu'on met comme ça bout à bout qui nous permettent d'avancer et de développer une équipe pour marcher ensemble. Et alors, tu es rouge, vert, jaune ou bleu? Et comme ça, on ne le dira pas, on le dira pas. D'autres questions? Un peu toutes les couleurs. J'aime bien regarder les gens, du coup, quand je leur parle. Charlotte Jeunet de Gasset Stratégie. On est une petite agence d'accompagnement de porteurs de projets. Je me retrouve beaucoup dans votre manière de fonctionner.
Nous, on est entièrement privé, mais ayant bossé en office de tourisme avant, j'arrive encore à avoir cette double casquette. Et du coup, je me pose la question de ce fonctionnement d'agence de développement. Quelle est la place de l'élu là-dedans? Puisque, comme ça, de l'extérieur, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de place pour cet élu, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, mais voilà, je m'interroge par rapport à ça. Non, mais il y a une grande place de l'élu, puisque je vous remercie en tout cas de la question. Nous sommes une association, donc présidée par un conseil d'administration, dans lequel il y a 30 membres et il y a 15 conseillers départementaux. Voilà, donc on est présidé d'ailleurs par Loïc Catelin, qui est le vice-président en charge du tourisme, aujourd'hui vice-président en charge du tourisme au département et aussi président de l'association. Donc il y a toute une gouvernance au niveau de l'association. Et bon, je suis passée peut-être un peu rapidement sur la première slide, mais les grandes décisions ont été prises bien sûr en conseil d'administration ou d'AG de la structure. Et en supra, alors supra sans qu'il y ait de lien, hein, en tout cas de hiérarchie bien sûr, on a le département par lequel on est lié par une convention triennale, voilà, dans lesquelles ils nous donnent notre feuille de route, et y compris les moyens de développer cette structure. Donc s'il y a une dimension élue forte, pour autant, ça ne vous a pas échappé, on a un petit nom pas tellement institutionnel, donc il y a aussi une compréhension dans le Nord, on s'appelle la tangente, hein, je le redis, compréhension dans le Nord, de dire qu'on fait un pas de côté et que c'est important aussi de se démarquer, de laisser cette souplesse d'intervention. Oui, Thomas de Normandie Tourisme. J'avais une question, vous l'avez un petit peu évoqué au début. Vous utilisez un peu de l'agilité, les méthodes agiles. De quelle manière, quelle méthode un peu, comment vous l'utilisez au quotidien, ou comment vous l'avez utilisé à un moment, notamment au moment du rupture en 2018 ou 2019, quand vous avez eu plein de personnes qui sont parties? Comment un peu vous utilisez ces méthodes voilà. Alors, les méthodes agiles, je ne suis pas sûre qu'on les vraiment utilisées au moment de la rupture. Là, on était plus sur un développement d'une stratégie de rupture qui est très particulier. Méthodes agiles, ce que je dis, c'est toutes les pensées créatives, pensées design. Donc, on a un mix entre les pensées design, méthodes créatives, design thinking pour la plus connue. Et on mixe ça avec des méthodes liées au business model. Donc, nous, c'est la méthode Running Lean qu'on applique, qui est... le Lean Canvas, je vais rentrer dans le détail. Business Model Canvas, c'est assez connu, bon, ça ressemble à ça. Donc on mixte les deux, on s'est fait un peu un truc sur mesure. Tout ça, je vous disais, on est en train de... C'était pas une page blanche, mais un petit peu quand même. On a une stratégie, on a une feuille de route, on sait où on va, mais on écrit aussi nos méthodes au fur et à mesure. Donc on est en train de personnaliser ces méthodes. Oui, du coup, je rebondis. Vous avez été accompagné par des personnes là-dessus sur l'agilité, des coachs extérieurs, etc. Pour la stratégie générale, j'ai dit au début, oui, il y a une AMO, mais c'était vraiment pour proposer les grands scénarios avec les implications aussi. Voilà, on arrête de faire du tourisme, on continue. Si on est sur ce type de positionnement, c'est quel fonctionnement, c'est quelle subvention, etc. Quel est le positionnement, bien sûr, stratégique, hein. Notre positionnement, il est B2B, donc ça, c'était le grand accompagnement. Sur les méthodes, non, c'est à l'interne, c'est l'équipe, c'est avec les expertises qui sont internalisées aujourd'hui, quoi. Oui, bonjour, Pierre Lagache, Lot Tourisme. D'abord, merci pour cette présentation très éclairante. Alors, c'est un vrai repositionnement, bien évidemment, pour une ADT. Beaucoup d'entre nous, là, au niveau des ADT, on est encore positionné sur la mission de promotion, avec une pression parfois assez forte de la part des élus sur cette question. Comment avez-vous géré l'abandon finalement de cette mission promotion, commercialisation ? Est-ce qu'il y a eu un transfert de charges opéré vers des acteurs tels Office du tourisme, par exemple? Est-ce que vous avez pu faire un bilan, finalement, des conséquences de cette absence de promotion à l'échelle départementale? Enfin bref, comment avez-vous géré ce sujet qui, par expérience, je sais, est un peu sensible? La super question. Comment avez-vous géré ou gérez-vous toujours, peut-être? Oui, alors effectivement, c'est une question extrêmement épineuse. Enfin, l'arrêt des actions B2C pour une collectivité, un département, enfin voilà, je pense que ça n'a pas été simple. Un constat qui a été fait, qui est très caricatural, c'était de dire que l'échelle du Nord,
Le territoire du Nord n'était pas l'échelle la plus pertinente en termes de destination touristique. Donc ça a permis aussi déjà de poser cette stratégie. Comment la gérer? J'ai parlé rapidement des offices du tourisme. Nous, on considère que les offices du tourisme sont les portes d'entrée en fait, voilà, du territoire et des touristes. Il y a aussi l'échelon régional. Donc finalement, cette échelle départementale, ce n'était pas la plus pertinente. Et donc, on s'est dit que les OT avaient tout leur rôle à jouer. Les échelles supra-régionales et les échelles trans. Je pense que sur de l'affinitaire, je pense à la randonnée. Voilà, il vaut mieux aller sur des sites affinitaires et c'est très bien. Enfin, de toute façon, le département a toujours des sites et il communique aussi en direction de ses habitants. Donc, il faut séparer bien sûr la communication institutionnelle de la communication touristique. Mais voilà, ce qui a permis. Donc, nous, il n'y a pas eu du tout de transfert de charges. En tout cas, au moment du repositionnement, les acteurs aussi locaux, je pense encore les OT, étaient demandeurs aussi qu'on abandonne certaines missions. Ça venait aussi d'eux, notamment sur la commercialisation, parce que beaucoup d'entre eux commençaient à le faire. Encore une fois, département urbain avec des grosses structures. Je te relance un peu malgré tout sur la question de Pierre, parce que je pense que ce raisonnement, entre guillemets, de technicien, il y a plusieurs départements qui peuvent l'avoir, mais la question, c'est comment on le fait passer au niveau des élus qui aiment bien de temps en temps avoir une petite campagne de promo qui parle de leur territoire, de leur département ou de leur région. Ça, c'est une vraie complexité à laquelle, je pense, vous êtes nombreux à être confrontés et que là, a priori, vous avez réussi à faire passer sans trop de mal. Oui, ce que je disais, c'est qu'il y a l'efficience en fait, des actions de communication d'une manière générale qui n'était pas là. C'était un constat qui a été posé. À partir du moment voilà, on ne peut pas prouver qu'on est super efficace. Et aujourd'hui, je pense que c'est encore plus controversé. Donc, ça a joué énormément. Après, je crois que c'est un combat de tous les jours. Aujourd'hui, je pense que ça revient naturellement, puisque par rapport à d'autres, par rapport à des voisins, on est les seuls qu'on fait, enfin, en tout cas dans la région de Hauts-de-France, à avoir ce positionnement-là. Donc, on est toujours, voilà, il faudra toujours expliquer voilà, pourquoi ce positionnement est intéressant. Aussi, bonne utilisation des fonds publics. À partir du moment où on pense avoir plus d'efficacité et d'utilité, on s'est posé vraiment la question de savoir à quoi on pouvait servir au niveau départemental. Je dis qu'on s'est dit, bon, on va peut-être arrêter. Finalement, c'était pas une plaisanterie, c'était vraiment un vrai scénario. Et donc, voilà, sur l'accompagnement, en tout cas aujourd'hui, on estime occuper une place qui est intéressante pour l'écosystème et d'être beaucoup plus efficace que sur la communication. Ce sont toujours les arguments qui sont mis en avant. Oui, et puis difficile en ce moment de faire des calculs, j'imagine, sur j'ai arrêté, est-ce que ça a donné des moins bons résultats, meilleurs résultats? Bon, la période est un peu particulière. Est-ce que vous avez des objectifs qui sont fixés, du coup, par votre conseil d'administration, par votre collectivité de tutelle, et de quel ordre sont-ils? Alors, conseil d'administration, en fait, il vient de changer. Là, on a eu une nouvelle élection, donc on va avoir certainement une nouvelle feuille de route qui va arriver aussi du département. Donc là, voilà, j'attends. Je pense que pour l'instant, on est conforté, bien sûr, dans ce positionnement-là, mais il y aura peut-être une petite adaptation. Les objectifs, ils sont assez généraux dans le cadre de la feuille de route et dans le cadre de la convention. Donc, on s'est fixé aussi avec le conseil d'administration en termes d'accompagnement. On a une montée en puissance assez douce. C'est un peu la courbe, elle n'est pas comme ça en termes de développement. D'abord, on gère de l'humain. On est sur une courbe un peu comme une création d'entreprise. Je pense qu'on va mettre 3 ans à poser bien notre modèle, à s'adapter aussi. Bien sûr, on a toujours cette notion quantitative qui est au-dessus de nos têtes. Comment on la traduit? Moi, je vous ai parlé du nombre de projets accompagnés. Ça ne veut absolument rien dire. Moi, derrière, je sais exactement le nombre de jours qui sont passés pour chaque projet. Donc, par contre, on raisonne en nombre de projets, de jours d'accompagnement. Donc, on a une capacité aujourd'hui. On s'est dit qu'en première année, si on arrivait à 40, peut-être 50% de jours d'accompagnement sur la structure, c'était déjà très très bien. Il faut savoir que des structures très installées, je pense à KPMG par exemple, c'est à 70% du temps pour un chargé de projet. Donc on a ce type voilà, d'indicateurs en tout cas que nous on se donne. On en a d'autres aussi sur la nature des projets. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Anne? Non? Pas d'autres questions? Oh, on va finir 5 minutes en avance. Ah, en voilà une. Bonjour, Diana Siliento. Bonjour. Je viens d'Alsace. Je viens combler les 5 minutes qui restent. Merci. En fait, moi, je me demandais comment vous arriviez à
à générer ces terrains d'expérimentation? Comment ont réagi les acteurs du tourisme face à ce pivot qui est impressionnant en fait? Vous avez parlé de communication, de soins apportés aux élus, mais comment réagissent les acteurs du tourisme en fait, qui doivent après s'emparer des projets finalement qui sont incubés un peu chez vous, quoi? Alors, les réactions, déjà, je pense qu'on n'est pas encore assez connu, même sur notre territoire, sur notre nouveau positionnement, hein. On a un petit déficit de communication. Donc là, c'est un objectif qu'on se donne pour cette année. Quand vous parlez comment ils réagissent, c'est par rapport à la mise en relation que l'on peut faire. Peut-être aussi les ex-partenaires naturels, en fait, hein, de vos missions. Est-ce qu'il y en a certains qui se sont dit, mais vous nous laissez tomber, vous nous abandonnez, qu'est-ce qui se passe? En fait, il n'y en a pas eu tant que ça. C'est vrai que par rapport aux actions B2B, enfin B2C, pardon, sur la commercialisation, ça a été très très compliqué à un moment de convaincre, parce qu'il y avait effectivement, enfin le débat au niveau des élus, il a eu lieu, hein, bien sûr, hein, sur les pros B2C et ceux qui étaient pro B2B, hein, c'était le clivage, c'est le nouveau clivage au département. Non, c'est vrai. Donc voilà, ces acteurs-là ont été, enfin en tout cas ces décisionnaires-là ont été un peu difficiles à convaincre par rapport à ce nouveau positionnement. Redis-moi, excuse-moi, j'ai perdu le fil. C'était vos partenaires naturels Ouais. dans l'émission d'avant. Est-ce qu'il y en a qui ont une réaction? Ouais, je disais, ben non, pas tant que ça. Finalement, on a eu quelques retours voilà, de professionnels qui s'appuyaient vraiment sur la structure, mais finalement, ils étaient très peu. Je pense qu'on était passé à autre chose déjà. Et en fait, on était vraiment devenu une structure qui était plus opérationnelle pour l'écosystème touristique. Donc, on n'a pas eu trop de retours à ce niveau-là. Et encore une fois, d'autres acteurs ont pu déployer, voilà, pour plus prendre leur place, comme les offices de tourisme. Donc on pourrait presque dire que l'absence de réaction justifiait carrément le changement de positionnement, presque. Oui, après, bon, c'est à suivre. C'est à suivre. Oui. Oh bah, 2 questions d'un coup, c'est parti, ça y est, on ne s'arrête plus. Merci. Bonjour, Marion Frémont du Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire. Bonjour. Moi, la question que je me pose, c'est du coup dans vos liens, dans l'articulation avec les anciennes missions, avec les partenaires ADT, autres ou CRT, comment ça s'articule aujourd'hui et comment ça s'inscrit justement dans cet écosystème touristique régional en fait? Alors, il y a une organisation régionale au niveau des Hauts-de-France qui s'appelle la POT, la plateforme des organismes de tourisme, hein, qui rassemble le niveau régional, le CRT, la région, tous les offices de tourisme et toutes les CDT. Donc on est membre de ce réseau et donc on participe à certains projets dans ce réseau. Après, je disais, on a un positionnement quand même un petit peu à part aussi dans cet écosystème de par notre nouveau positionnement. Donc on est aussi, je pense, regardé peut-être un peu comme une bête curieuse, quoi. On nous regarde, quoi. Voilà. Mais on se sent aussi... j'ai l'impression qu'on est aussi un peu à la croisée. Voilà, on va vers d'autres partenaires. Tout à l'heure, je parlais de ce monde de l'innovation. On a des partenariats, je ne l'ai pas dit, qui sont en train de se développer avec Hauts-de-France Innovation et Développement, avec un incubateur, la Pleine Image, qui va se positionner, qui est positionné sur les industries créatives et culturelles et qui va se positionner sur le tourisme. Donc nous, on est en train de travailler des partenariats avec ces nouveaux acteurs, quoi. Donc on bouge aussi, voilà, on reste dans l'écosystème touristique, mais et on pense que notre gouvernance aussi va évoluer par rapport à ça. D'ailleurs, c'est le dernier chantier à mener. On a mené tous les chantiers, fiches de poste, je ne l'ai pas dit aussi, accords d'entreprise, 2 accords d'entreprise, tout était remis à plat au niveau du fonctionnement, mais la gouvernance, c'est le dernier chantier à mener. Donc comment on adapte notre gouvernance à notre nouveau positionnement, les statuts, etc. Bonjour, Caroline Descures de la société Encoris. On est une agence privée spécialisée dans la recherche d'investisseurs touristiques et porteurs de projets, donc beaucoup d'écho à ce que vous venez de dire ce matin. Et je voulais savoir justement si vous meniez des actions de recherche d'investisseurs touristiques, mais dans le sens, finalement, d'où viennent vos porteurs de projets accompagnés actuellement? Est-ce que c'est vraiment des porteurs internes qui existaient déjà ou qui justement ont des nouveaux projets et veulent se développer sur votre territoire? Ou bien si vous menez des actions pour aller justement être dans ce côté très innovant et aller en chercher de nouveaux, justement, aussi bien hébergement que loisirs?
Alors, on est dans la nature des porteurs de projets. Il y a la moitié des porteurs qui sont des acteurs touristiques, écosystèmes, donc soit entreprises existantes, soit venant de ce milieu-là, et l'autre moitié qu'on qualifie de nouveaux entrants. Donc ça, c'est un critère important pour nous en termes d'évaluation, donc des acteurs extra-filières. Voilà, pour répondre à votre question. Sur la recherche d'investisseurs, ce n'est pas quelque chose qu'on a inscrit aujourd'hui dans notre feuille de route. Enfin, la recherche pure d'investisseurs. Par contre, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a des campagnes d'acquisition, enfin on se donne cette possibilité de faire des campagnes d'acquisition de projets. On pourrait aussi travailler bien sûr sur de l'appel à projets avec les partenariats que je viens de citer. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas testé et qu'on compte faire prochainement, notamment avec un incubateur. Eh bien, je crois que ce sera le mot de la conclusion. Merci beaucoup Anne, on peut l'applaudir. Merci de votre écoute. Anne et Aude sont là pendant 2 jours, hein, donc si vous voulez continuer d'échanger, notamment maintenant le temps du déjeuner, jusqu'à 14h30 avant une prochaine session d'atelier. Donc n'hésitez pas à mettre à profit ces moments pour aller voir les exposants et questionner nos intervenants de façon un petit peu plus intimiste. Merci beaucoup.